Journal sur TV5 Monde, bienvenue à vous à la une. Les Zimbabwéens ont voté en masse ce mercredi, des élections générales marquées par encore une fois le duel Mugabe-Tsvangirai, le Premier ministre sortant qui reste suspicieux. L'Union africaine, elle, est satisfaite. Tolérance zéro pour les conducteurs de trains distraits en Argentine, prise en flagrant délit grâce à un nouveau système de vidéosurveillance. Les résultats ont été présentés, le ministre des Transports compte bien agir. Et puis la plus grande chasse au trésor du monde qui déchaîne les États-Unis, ça se passe au Nouveau-Mexique, montant du butin 2 millions d'euros. Pour vous aider à le retrouver, l'incontournable livre d'énigmes écrit par l'auteur de cette initiative en personne. Pacifique, ordonné, libre et honnête, 4 mots pour qualifier les élections au Zimbabwe. Les mots sont Olusegun Obasanjo, chef de la mission d'observateur de l'Union africaine. Le dépouillement, lui, est en cours. La commission électorale fait état d'une participation massive. Les résultats de ce premier tour ne sont pas attendus avant lundi prochain, donc pas de chiffre officiel pour le moment. L'enjeu de ces élections, départager pour la 3e fois le président sortant Robert Mugabe et son éternel rival Morgan Tsvangirai. Et comme à chaque scrutin, le parti du Premier ministre dénonce de nombreuses irrégularités. On écoute notre correspondante à Harare, Patricia Huon. Le scrutin zimbabwéen s'est déroulé dans le calme, sans violence et avec une large participation. Alors qu'on s'attendait à des retards, la très grande majorité des bureaux de vote a fermé à 19h comme prévu. La commission électorale zimbabwéenne a ainsi parlé d'une élection libre et transparente. Mais un risque de fraude continue de peser sur le scrutin. 11 000 observateurs locaux et plusieurs centaines d'observateurs africains ont été déployés à travers le pays pour tenter de limiter les irrégularités, mais les ONG ont fait état de nombreux électeurs qui n'ont pas pu voter car ils ne figuraient pas sur le registre ou n'étaient pas enregistrés au bon endroit. Dans certains bureaux, ce serait jusqu'à la moitié des personnes qui se sont présentées qui auraient été refoulées. Par ailleurs, dans les campagnes, principalement, beaucoup de personnes sont analphabètes. Elles ont donc dû être assistées pour le vote, ce qui a pu, dans certains cas, ouvrir la voie à des intimidations. Les résultats devraient maintenant être publiés dans les 5 prochains jours. La grande question restera alors de voir si le perdant acceptera le résultat. Il est aussi tout à fait possible que le scrutin d'aujourd'hui ne permette pas de départager les 2 principaux candidats de l'élection présidentielle, Robert Mugabe et Morgan Tsvangirai, et le risque de violence reste réel s'il devait y avoir un 2e tour. Et ce 2e tour serait prévu pour le 11 septembre si aucun des candidats n'obtenait plus de 50%. De son côté, la veille, Robert Mugabe avait affirmé être prêt à se retirer en cas de défaite. Une première pour ce président sortant qui continue à s'accrocher au pouvoir après 33 ans de règne. Voici son portrait signé Aline Delvoye. Ce jour-là, Mugabe fête ses 85 ans. Il est accueilli avec des fleurs pour un vaste banquet. Le président découpe son grand gâteau. Mais l'homme n'a pas l'habitude de partager. Cela fait aujourd'hui 33 ans qu'il dirige le Zimbabwe d'une main de fer. Mon peuple, c'est ma machine de guerre. Je ne céderai jamais. Son ascension débute dans les années 70 lorsqu'il prend part à la guérilla. Comme en Afrique du Sud, pays voisin, c'est une minorité blanche au pouvoir. Les Noirs en sont exclus. En 1980, le pays accède à l'indépendance et Mugabe à la présidence. Durant son pouvoir, il sera l'un des plus grands défenseurs de la cause africaine. Mais il ne ménagera pas ses opposants et petit à petit, sa gestion du pays ainsi que la corruption conduiront le Zimbabwe à la catastrophe économique. Son peuple a faim. Au début des années 2000, face au mécontentement de la majorité noire, il saisit les fermes des grands propriétaires blancs. Ces expropriations vont parfois être très violentes, beaucoup de blancs vont fuir. De plus, la réforme agraire sera un échec. En 2002, des élections truquées font enfin réagir la communauté internationale. Elle impose des sanctions au Zimbabwe. Ils veulent venir chez nous et nous dicter notre conduite. Cela ne se passera jamais au Zimbabwe, jamais. Dès 1999, un homme rêve de chasser le dictateur Mugabe. Morgan Tsvangirai connaîtra la prison, les intimidations, mais il n'aura de cesse de dénoncer les fraudes du régime en place. En 2008, il remporte le premier tour de la présidentielle, mais il se retire pour éviter que le pays sombre dans la violence.
Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une élection, mais un exercice d'intimidation de masse où les gens à travers tout le pays sont forcés de voter. Aujourd'hui, Mugabe et son éternel opposant se retrouvent pour un nouveau scrutin. Une fois de plus, de lourds soupçons de fraude et d'intimidation planent sur cette élection. Autre résultat attendu, ceux de la présidentielle au Mali. C'est dans quelques heures ce jeudi que la commission électorale doit annoncer les résultats définitifs du premier tour. Selon le tiers des bulletins dépouillés, Ibrahim Boubacar Keïta serait en tête. Son principal rival, Soumaïla Cissé, dénonce un hold-up électoral. Toujours au Mali, un militaire français de l'opération Serval a trouvé la mort dans un accident de la route à une vingtaine de kilomètres de Douenza, dans le centre du pays, alors qu'un autre soldat a été blessé. En Égypte, le nouveau pouvoir veut en finir avec les contestations de rue. Le gouvernement demande à la police de disperser les sit-ins des pro-Morsi. Cela fait plus d'un mois que les partisans du président destitué sont installés près de l'université du Caire et sur la place Rabah al-Adawina. Ces rassemblements menacent la sécurité nationale selon les autorités. Les islamistes, eux, appellent à poursuivre les manifestations au plan diplomatique. Les efforts continuent. Une délégation de l'Union africaine a rencontré aujourd'hui Mohamed Morsi. En Tunisie, partisans et détracteurs du pouvoir poursuivent leur bras de fer nuit après nuit. On manifeste à Tunis, mais également en province. Ces mouvements inquiètent le parti islamiste au pouvoir. Le ministre de l'Intérieur demande le huis clos des matchs de foot prévus ce week-end. Il estime ne pas pouvoir garantir la sécurité. De son côté, le ministre de l'Éducation a démissionné. Salem Labia était un proche de l'opposant Brahmi, assassiné la semaine dernière. C'est un nouveau coup dur pour l'emploi en France. Air France va supprimer 2500 emplois d'ici à 2014. La compagnie aérienne perd de l'argent. Elle fait ainsi les frais de la concurrence livrée par les sociétés à bas coût. C'est son troisième plan social en 4 ans. La politique est désormais derrière lui. Ce sont les mots de Dominique Strauss-Kahn. Mais sur le plan judiciaire, l'ancien patron du FMI sera bien jugé en 2014 en France pour proxénétisme aggravé. Dans cette affaire dite du Carlton de Lille, le parquet a décidé de ne pas faire appel de son renvoi en correctionnel. On écoute DSK qui s'est confié à une télévision russe. Si votre question c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas me voir comme président de France, la réponse est oui. Mon impression personnelle, c'est qu'il y avait moins de personnes qui ne voulaient pas que de personnes qui voulaient. Mais ça, on ne saura jamais. La réalité, c'est que j'ai fait pour ma part quelques erreurs, c'est le moins qu'on puisse dire, et que la façon dont les choses se sont passées m'ont effectivement écarté de l'élection présidentielle française. Mais pour moi, c'est maintenant derrière moi. Je conseille plusieurs gouvernements sur la planète ou des grandes entreprises, ici en Russie, en Afrique, aussi en Amérique latine. J'essaie de jouer mon rôle comme je le peux pour apporter les meilleurs conseils possibles et donc cette question politique est maintenant derrière moi. Et puis ce deuxième braquage en 3 jours sur la Croisette à Cannes. 2 hommes armés et opérant à visage découvert ont dévalisé mercredi matin un horloger de luxe, soit une centaine de montres d'une valeur supérieure à 1 million d'euros. 3 jours donc après un hold-up au Carlton, au butin record de plus de 100 millions d'euros. En Espagne, suite de l'enquête sur la catastrophe ferroviaire de Saint-Jacques-de-Compostelle et ce nouvel élément, la diffusion du témoignage du conducteur du train. C'était lors de son audition par les enquêteurs. Il y évoque les quelques secondes qui ont précédé le drame. Et j'ajoute que depuis, il a été mis en examen pour homicide par imprudence. Et puis d'accident ferroviaire en accident, on en arrive à ceux qui se produisent en Argentine. Pour y remédier, le ministre des Transports a une solution, la surveillance vidéo pour les conducteurs de train. Sandrine Gomez. Le train roule à vive allure, mais le conducteur a visiblement confondu le tableau de bord avec son lit.
Et au moindre soubresaut, le professionnel semble se réveiller. Cette vidéo tournée en Argentine a été présentée à la presse par le ministre des Transports. Objectif affiché, tolérance zéro pour les conducteurs de train. Nous allons ajouter au système de contrôle existant d'alcoolémie un contrôle du niveau oxygène dans le sang pour savoir si la personne est prédisposée à s'endormir. Ces résultats sont instantanés. Nous allons aussi mettre en place des contrôles aléatoires, à la fois médicaux et techniques. Ils concernent l'alcool, mais aussi les drogues. À la demande des autorités et malgré l'opposition des syndicats de cheminots, des caméras ont été installées dans les locomotives argentines il y a un mois. Et les vidéos sont pour le moins surprenantes. Ici, le train est en marche, mais le conducteur préfère prendre un livre pour bouquiner au lieu de regarder la voie. Bientôt, pour se distraire, il pianote même sur son téléphone portable. Des comportements à l'avenir formellement interdits. Les téléphones portables sont interdits à l'intérieur de la cabine, tout comme les personnes étrangères au service. Autre mesure annoncée, le renouvellement annuel de la licence des conducteurs de train. La priorité du gouvernement, améliorer la sécurité sur le réseau ferroviaire national et éviter de telles images d'accidents et de collisions ferroviaires à répétition en Argentine. Comme ici, en février 2012 à Buenos Aires, bilan 50 morts et plus de 700 blessés. Après Washington, le rendez-vous est pris pour dans 2 semaines entre les négociateurs israéliens et palestiniens et cette fois au Proche-Orient. L'objectif est de trouver un accord d'ici à 9 mois. En attendant, chacun a pris la liberté de construire des logements dans ce qu'il considère être son territoire. À Rahabi, par exemple, l'enjeu est de taille. Un projet immobilier se met en place, une première dans l'histoire de la Palestine. Stéphane Amar. Sur une colline de Cisjordanie, entre Ramallah et Naplouse, se dresse Rawabi, la première ville nouvelle palestinienne de l'histoire. Notre guide s'appelle Nasrine. Pour cette jeune femme, Rawabi est bien plus qu'un simple projet immobilier. C'est l'honneur de toute une nation. Je me sens très fière quand je vois ça. Et je ressens aussi beaucoup d'optimisme. Je sens qu'il s'agit d'une grande vision avec beaucoup de détermination. Tout devient possible. Rawabi devrait accueillir ses premières familles dans un an et devenir à terme l'une des principales villes palestiniennes, avec 40 000 habitants. Ce sera une cité résolument moderne, occidentalisée. Le film promotionnel ne montre quasiment aucune femme voilée. C'est le rêve palestinien en miniature. C'est un message d'espoir très fort. Cela signifie que les Palestiniens sont ici pour construire. Ils sont déterminés, ils sont capables de bâtir une ville. Et s'ils sont capables de construire une ville à partir de rien, cela veut dire qu'ils sont aussi capables de construire leur propre État. Ce couple vient d'acheter sur plan un 4 pièces à Rawabi. Khaled est un banquier à la retraite. Il constate que ce projet ne doit rien à l'autorité palestinienne. C'est le secteur privé qui est venu et qui a proposé ces plans pour une ville tout entière. C'est un formidable pas en avant, un grand saut vers le futur. Financé par de riches Palestiniens et des monarchies du Golfe Persique, Rawabi s'est bâti en dépit de l'impasse totale des négociations de paix avec Israël. Si les investisseurs attendaient des négociations pour investir en Palestine et contribuer à l'économie palestinienne, nous n'aurions jamais rien pu faire, malheureusement. Juste à côté de Rawabi, il y a une colonie israélienne. Elle continue de s'étendre en Cisjordanie. Sur le terrain, Palestiniens et Israéliens avancent donc leurs pions. Et c'est maintenant aux diplomates de trouver une solution politique. La tâche sera ardue. Sport à présent avec les championnats du monde de natation à Barcelone. Petite consolation pour Camille Muffat. La Française termine 3e de la finale du 200 mètres nage libre. Finale remportée par l'Américaine Missy Franklin qui s'impose au final devant l'Italienne Federica Pellegrini. Pour Camille Muffat, une consolation après sa 7e place au 400. Elle qui partait est favorite. Une chasse au trésor géante pour relancer le tourisme aux États-Unis. L'initiative est signée d'un riche marchand d'art qui a caché un butin de plusieurs millions d'euros quelque part au Nouveau-Mexique. Pour le retrouver, il faut se procurer son autobiographie. Franck Genozo. Dans l'Amérique de John Wayne, la rumeur veut qu'il soit enfoui quelque part dans ces montagnes arides. Un trésor, 2 millions d'euros. Tous les indices sont dans ce livre. De quoi attirer les curieux du monde entier. Je finirai par le trouver, c'est sûr.
comme Michelle Labonte. Je suis une éternelle optimiste. Ses vacances, ses week-ends, cette aventurière qui travaille pour Hollywood les passe dans les Rocheuses. Toujours équipée d'une trousse de secours, de quelques litres d'eau et d'un vieux fusil. On ne sait jamais. Je l'amène au cas où je tombe nez à nez avec un grizzly ou des chats sauvages, au cas où la nature décide d'être un peu plus agressive avec moi. Aujourd'hui, elle a choisi d'explorer cette vallée. Et surtout, la rivière qui dévale en contrebas. Le livre dit que le trésor est probablement sous cette cascade. Va falloir que j'aille voir. L'eau n'invite pas franchement à la baignade, mais tant pis. Même quand vous êtes très féminine, il ne faut pas hésiter à se salir. Mais toujours pas de trésor cette fois, et pourtant cela fait près de 3 ans qu'elle cherche. En vain. Comme Michel, ils sont actuellement plusieurs milliers à arpenter les Rocheuses, une zone montagneuse, escarpée, longue de plus de 5000 km, un terrain de jeu quasi infini pour la plus grande chasse au trésor au monde. Comment trouver un trésor dans une zone aussi vaste? Peut-être en s'adressant directement à l'homme qui l'a caché. À 83 ans, Forrest Fenn, qui a fait fortune dans les antiquités indiennes, a gardé une âme d'enfant. C'est le frisson de la chasse au trésor. Un facétieux octogénaire qui est l'auteur de ce livre d'énigmes, où, selon lui, tous les indices sont écrits noir sur blanc. Le trésor existe vraiment, j'en ai fait une photo. Voilà le coffre. Il faut réveiller nos ados qui sont avachis dans leur canapé avec leurs jeux vidéo et les envoyer dans les montagnes pour qu'ils profitent du soleil, des animaux et de la nature. Il n'y a donc pas d'âge pour aimer les jeux de piste et les cachettes. Derrière une porte blindée, il dissimule d'ailleurs des antiquités comme celles qui garnissent son précieux coffre caché, mais il n'y a pas que ça. Le coffre est rempli d'or, des pépites, des pièces d'or, des bijoux, mais aussi des émeraudes, des diamants, des rubis. Et il vous attend quelque part, vous devriez déjà être à sa recherche. Première étape donc, récupérer un exemplaire du livre dans cette librairie, la seule au monde à le commercialiser. Des milliers d'exemplaires écoulés, les chasseurs de trésors du monde entier s'y précipitent. Les gens débarquent avec leur détecteur de métaux, ils achètent le bouquin et ils partent à la chasse. Je ne sais pas où ils vont, mais ils sont comme investis d'une mission. Tous les droits du livre sont reversés à une association. Mais à Santa Fe, les aventuriers se donnent désormais rendez-vous. Une aubaine pour la ville, un peu de piment pour les touristes. C'est marrant, c'est l'aventure à portée de main. C'est cool, c'est sympa d'avoir fait ça. Moi-même j'ai acheté le bouquin et j'ai commencé à chercher, et puis je me suis dit que je ferais sûrement mieux d'aller le voir et de le secouer pour qu'il avoue. Cet été, la ville attend 40 000 touristes supplémentaires. Forrest Fenn dit avoir bien caché son trésor, qu'il faudra peut-être 10 000 ans pour le retrouver. Michelle Labonte, elle, espère toujours être la première à mettre la main dessus. Et si vous ne le trouvez pas? Je serais triste, mais je sens vraiment qu'il est pour moi. La question, c'est juste quand et où je vais le trouver. Avec cet argent, elle espère un jour s'offrir une île déserte et cacher à nouveau le reste du butin pour transmettre, dit-elle, le virus de la chasse au trésor. 50 nuances de gris, en anglais, 50 Shades of Grey, un best-seller érotique qui cartonne aussi à Guantanamo. Et oui, qui l'eût cru? Un membre de la Chambre des représentants américaine qui s'y est rendu dans le cadre d'une mission parlementaire a révélé que le roman d'El James était la lecture préférée des détenus les plus importants du camp de Guantanamo à Cuba, et ce plutôt que le Coran. À la fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur tv5monde.com. À très bientôt sur notre chaîne.